Imaginons un instant un outil d'intelligence artificielle de pointe, mais qui serait structuré et codé spécifiquement pour accomplir un truc impensable, c'est-à-dire ralentir le processus de la personne qui l'utilise. Ouais, ça paraît complètement contre-intuitif aujourd'hui. Bah oui, à l'ère du tout en un clic, où toute l'industrie tech est littéralement obsédée par l'idée de gratter la moindre milliseconde entre une pensée et sa publication en ligne, l'idée même semble absurde en fait. Pourquoi on concevrait un système qui refuse catégoriquement d'exécuter un truc qui vient tout juste de générer? Eh bien, c'est pourtant exactement la réalité architecturale qu'on découvre quand on se penche sur le code source de SIAG Core. Et plus spécifiquement sur son onglet, l'onglet Prompt, donc l'espace d'ingénierie d'invite. D'accord. Quand on met de côté les discours marketing de surface et qu'on lit directement les fichiers de structure comme le mainwindow.py ou le uipromptengineering.py, on tombe sur une ingénierie qui va totalement à contre-courant de l'automatisation aveugle qu'on voit partout. C'est fou ça. Ouais, parce que le code dicte le comportement. Et ici, le comportement qui est imposé par la machine, c'est celui de la friction volontaire. Eh bien, l'objectif de notre plongée dans les sources aujourd'hui, c'est justement de démystifier ce que fait vraiment cet outil. Alors, décortiquons tout ça, parce que tu vois, comprendre l'architecture logicielle des systèmes qu'on manipule tous les jours, c'est vraiment ce qui permet à ceux qui nous écoutent de passer du statut de simple utilisateur passif à celui de véritable maître de l'information. Absolument. C'est la base pour reprendre le contrôle, en fait. Et pour commencer, je pense que le positionnement d'un module dans le code, c'est jamais anodin. Donc, où est-ce que cet espace d'ingénierie d'invite a été placé exactement dans l'arborescence de Sierra Gorkor? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on le trouve directement dans le fichier mainwindow.py. Donc, l'onglet d'invite est défini comme un composant natif. Natif, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il n'est pas traité comme un petit module complémentaire qu'on chargerait en mémoire seulement quand on clique dessus, tu vois? Ah ouais, d'accord. Ce n'est pas un plugin externe qu'on rajoute à la fin. Exactement. L'objet est instancié directement dans la classe de la fenêtre principale, et ça, dès le lancement de l'application. En termes de développement logiciel, c'est ce qu'on appelle un citoyen de première classe. Il partage carrément le même espace mémoire que les fonctions critiques du système. Mais attends, ce choix de l'instanciation directe, ça pose pas une énorme question de gestion des ressources? Ah si, bien sûr. Parce que, en chargeant un environnement aussi complexe dès le démarrage, l'application monopolise de la mémoire vive. Même si, je sais pas, la personne n'a pas du tout l'intention de créer des modèles ce jour-là. Pourquoi ils n'ont pas opté pour une architecture plus modulaire? Genre un éditeur qui s'ouvrirait dans une petite fenêtre séparée, un peu comme un panneau de configuration? Le choix de cette architecture monolithique pour l'interface, ça répond à un besoin très strict de synchronisation. Si l'outil était juste une fenêtre volante ou un module déconnecté, il devrait constamment interroger le noyau central. Via des API internes, je suppose. Voilà, il devrait envoyer des requêtes pour savoir ce qui se passe ailleurs dans le logiciel, alors qu'en étant instancié au cœur même de la fenêtre principale, il a un accès direct avec une latence zéro à l'état global du système. Ok, je vois la logique technique. Mais on dirait aussi qu'il y a un message derrière ça. Tout à fait. C'est une façon de dire l'interface te force presque à considérer la création de modèles RAG, donc le Retrieval Augmented Generation, comme l'activité centrale du logiciel, et pas juste un truc périphérique que tu fais de temps en temps. C'est un peu comme l'aménagement d'une cuisine professionnelle, en fait. Tu vas pas mettre le four principal tout au fond d'un placard dans le couloir. Tu le mets au milieu de la pièce parce que c'est là que la magie opère. C'est une excellente métaphore. Le four est au centre parce que c'est là que tu crées la recette. Mais du coup, puisque c'est au cœur du système, il y a un truc qui me chiffonne. Pourquoi ne pas l'avoir rendu capable de publier directement le résultat sans vers stand-by? Genre envoyer le prompt direct sur les réseaux sociaux ou vers une newsletter pour gagner du temps. Ce composant est central, mais il est totalement isolé de la phase de distribution. Ouais, ça surprend souvent quand on regarde le code pour la première fois. Il n'y a aucune fonction directe pour envoyer le prompt vers une base de données de production depuis cet écran. C'est ça, allouer autant de ressources pour un outil qui ne fait, entre guillemets, que de la conception, ça semble un peu inachevé, non? En fait, c'est une séparation des préoccupations qui est extrêmement stricte et surtout très délibérée. Le code montre sans ambiguïté que cet environnement est un laboratoire. C'est pas du tout une chaîne de montage. Un laboratoire, ouais. La phase de prototypage du Mazit, c'est par nature itératif. C'est même assez chaotique, quoi. Tu modifies une variable, tu ajustes le contexte, tu testes 3 formulations différentes. On tâtonne pas mal, c'est clair.
Voilà. Et si on connectait ce laboratoire directement à un pipeline de sortie opérationnel, le risque serait énorme. On pourrait déclencher des exécutions massives sur des lots de documents avec des modèles qui ne sont même pas finalisés. Ah oui, l'erreur bête qui part en production. Le cauchemar. Exactement. Le système exige que le modèle soit d'abord validé, ensuite stocké proprement, et c'est seulement après qu'il pourrait être appelé par un autre module du logiciel. D'accord. Et si on parle de ce chaos inhérent à la création? Parce que c'est vrai, le prompt engineering produit des dizaines de brouillons pour une seule bonne requête. Comment cet outil gère ça? Parce que l'interface décrite dans les sources, elle est hyper structurée. Elle divise l'espace en deux. Oui, on a d'un côté un éditeur de travail actif et de l'autre une bibliothèque de modèles. C'est ça? On n'est pas juste sur un tableau blanc qu'on efface tous les soirs. On est sur de vraies archives de bibliothèques méticuleusement classées. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le mécanisme de sauvegarde. Le système utilise une base de données SQL locale directement intégrée. Et c'est un point technique crucial. Mais à l'ère du cloud, où la moindre virgule tapée sur un clavier est envoyée sur un serveur distant en temps réel, imposer du SQL local aujourd'hui, ça semble presque rétrograde. Ça casse un peu l'idée de collaboration moderne, non? En apparence, oui, mais le choix du SQL local est fondamental pour deux raisons majeures. La latence zéro et la souveraineté des données. D'accord, explique-nous ça. Quand tu conçois des invites, tu as besoin de rappeler des fragments de texte, de comparer des versions instantanément. Si tu fais une requête réseau vers un serveur cloud à chaque fois, tu introduis une latence inévitable. Et tu deviens dépendant de ta connexion Internet. C'est vrai que la roue qui tourne pendant 3 secondes juste pour charger un bout de texte, ça casse complètement le flux de travail. Exactement. Avec SQL, le moteur de la base s'exécute directement dans le processus de l'application. Les lectures et les écritures se mesurent en microsecondes. C'est instantané. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a aucun risque d'écrasement de données. Pas de conflit de synchronisation avec d'autres collègues qui modifieraient le même fichier au même moment. Bon, le gain en vitesse et en sécurité, c'est logique. Mais ce qui est fou, c'est ce qu'on trouve dans cette base de données. Ce n'est pas juste le texte du prompt qui est sauvegardé. Le schéma de la base révèle des métadonnées hyper denses. Oui, on y trouve le nom, la catégorie, le secteur d'activité de l'invite. Les variables internes, des balises de recherche et même des statistiques d'utilisation et des évaluations. C'est énorme. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est cette structure de données qui transforme un bête éditeur de texte en une véritable architecture de gouvernance. De gouvernance algorithmique, ouais. Tout à fait. Quand on conçoit des systèmes RAG, l'invite sert à interroger une base de connaissances vectorisée. Donc la moindre altération d'un mot peut modifier complètement l'extraction des documents. Le schéma SQLite n'enregistre pas seulement le modèle, il quantifie son efficacité historique. Donc ça veut dire que le compteur d'utilisation monte à chaque fois qu'on s'en sert en conditions réelles. Exactement. Le compteur incrémente la valeur à chaque appel opérationnel et le champ d'évaluation permet de stocker un score de pertinence pour savoir si le prompt a bien marché ou pas. En gros, la base de données vient objectiver la performance. Au lieu de se fier à la mémoire humaine, qui est souvent défaillante, on va pas se mentir, pour se rappeler si la phrase « agit comme un analyste financier produisait moins d'hallucinations qu'avant », le système te donne la métrique exacte. C'est ça. Et ça permet à une entreprise de capitaliser sur ses meilleures logiques d'interrogation sans repartir de la feuille blanche à chaque session. Sans cette gouvernance, ta bibliothèque deviendrait vite un cimetière de textes inutilisables. Avec ces métadonnées, le système applique des filtres hyper complexes pour ne te montrer que ce dont tu as besoin à l'instant T. Et ça nous amène d'ailleurs au point technique qui me passionne le plus, cette fameuse conscience du secteur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, l'onglet Prompt n'est pas aveugle, loin de là. C'est ça, il écoute les changements qu'on fait dans l'onglet configuration globale. Donc, concrètement, comment cette synchronisation opère-t-elle sous le capot pour modifier ce que l'écran affiche? Alors, ça repose sur ce qu'on appelle le patron de conception observateur. En Python, ça s'implémente souvent via un système de signaux et de slots dans les interfaces graphiques. Un système de signaux, ok. En gros, quand l'utilisateur change de secteur dans la configuration, mettons qu'il passe d'un contexte juridique à ingénierie mécanique, la fenêtre principale émet un signal asynchrone. L'onglet d'invite intercepte ce signal et paf, il déclenche instantanément une nouvelle requête sur la base de données locale. Donc, il filtre directement mes résultats. Exactement. Il applique un filtre SQL du genre where secteur égale ingénierie mécanique pour que l'affichage corresponde au nouveau contexte. C'est super intelligent. Ça veut dire que la mémoire vive est purgée des modèles qui n'ont rien à voir. Les contextes d'un domaine ne viennent jamais polluer l'espace de travail d'un autre domaine. Un avocat ne verra pas les prompts d'un ingénieur. C'est exactement l'idée. Mais, bon, la partie qui exige quand même le plus de ressources informatiques dans tout ça, ça reste l'intervention de l'intelligence artificielle.
Le fichier upromptengineering.py expose deux actions bien spécifiques. La génération d'une nouvelle invite par un modèle de langage et l'optimisation d'une invite qui existe déjà. Ah, et l'implémentation de ces appels réseau, c'est un point absolument critique de l'architecture. Pourquoi? C'est juste un appel à une API externe, non? Oui, mais communiquer avec l'API d'un LLM, ça prend du temps. La réponse se génère mot par mot. Ça peut prendre plusieurs secondes. Or, dans l'écosystème Python, on a une contrainte majeure qui s'appelle le JL, le Global Interpreter Lock. Oula, on rentre dans le dur. C'est quoi le GL? Pour faire simple, c'est un verrou qui empêche l'exécution simultanée de plusieurs threads Python dans le même espace mémoire. Si l'appel à l'API du modèle était exécuté sur le fil principal de l'application, la boucle d'événements de l'interface graphique serait totalement bloquée. Bloquée jusqu'à ce que la réponse complète soit reçue. Donc concrètement, pour l'utilisateur, l'application aurait l'air complètement plantée, figée. C'est ça, le curseur se transformerait en sablier, impossible de cliquer sur un bouton ou même de faire défiler la bibliothèque. Et pour un outil professionnel, c'est juste inacceptable. On a tous connu ce logiciel qui fige pendant qu'il charge. C'est vrai que c'est insupportable. Donc pour contourner ça, il faut comment? L'architecture déploie l'action de l'IA dans un processus distinct, ce qu'on appelle un worker thread, un processus en arrière-plan en gros. La tâche lourde, donc l'attente de la réponse réseau, est déportée ailleurs. Ah d'accord. C'est un peu comme si on envoyait un assistant faire la queue à la poste pendant qu'on continue à travailler au bureau. C'est une très bonne image. Pendant que le modèle génère le texte, la boucle principale continue de tourner. L'interface reste parfaitement fluide, tu peux modifier d'autres métadonnées, changer tes balises, sans aucune interruption. Et une fois que la réponse est prête, le worker thread envoie un petit signal avec le texte, et l'interface principale le récupère et l'injecte proprement dans l'éditeur. C'est hyper élégant comme solution. Mais cette perfection technique soulève une énorme contradiction en fait. Une contradiction en... Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, si le système est capable de dialoguer de manière asynchrone avec l'IA de façon aussi fluide, pourquoi il s'arrête en si bon chemin? C'est-à-dire? L'IA est capable d'optimiser une invite en un éclair. Le système la réceptionne sans bloquer l'interface. En toute logique, la tendance de l'automatisation, ça voudrait que le système exécute directement ce nouveau modèle tout beau tout neuf. Et pourtant non. Le code impose un arrêt brut. Le texte généré atterrit dans l'éditeur, et c'est tout. Oui, c'est la politique du contrôle manuel. C'est quand même fou. L'utilisateur doit le lire, le modifier s'il le veut, le copier lui-même et décider où l'exécuter. C'est un énorme frein intentionnel. On implémente une technologie capable d'agir en quelques millisecondes pour ensuite forcer le cerveau humain à traiter le truc à sa propre vitesse de lecture. Ça va à l'encontre de la fameuse tendance du « tout en un clic », non? N'est-ce pas la définition même de la contre-productivité? Alors cela soulève une question très importante. La friction est perçue comme contre-productive uniquement si on considère la vitesse brute comme la seule métrique de succès. Mais dans les logiciels d'entreprise, la règle d'or, c'est la réduction des risques. La sécurité avant la vitesse, donc? Exactement. Il faut bien comprendre que le modèle de langage, quand il optimise une invite, il agit de manière purement probabiliste. Il devine la suite des mots. Du coup, il peut introduire des erreurs subtiles, ce qu'on appelle des hallucinations syntaxiques. Tu aurais un exemple de ça? Oui, imagine les variables. Si ton système attend une variable qui s'appelle, je ne sais pas, accolade, texte, underscore document, accolade, et que l'IA, en optimisant, décide de la renommer accolade, contenu, underscore source accolade, parce qu'elle trouve ça plus joli ou sémantiquement plus riche. Ah oui, le moteur d'exécution derrière ne va rien comprendre. Voilà, l'exécution automatique ferait planter toute la chaîne, parce que la variable n'est pas reconnue. C'est fascinant. L'humain intervient donc ici un peu comme un compilateur de code. L'IA génère la logique textuelle, mais le cerveau humain doit faire l'analyse syntaxique et vérifier les dépendances avant de donner le feu vert pour la production. Exactement. C'est une fonctionnalité de sécurité vitale. Dans un environnement critique, tu ne laisses pas une machine exécuter du code probabiliste sans supervision. Bien sûr, le code prévoit une petite voie rapide optionnelle, un signal envoyé vers la recherche pour certaines petites itérations. Ouais, un petit raccourci pour les trucs simples. Mais le flux manuel, donc générer, examiner, éditer, copier, ça reste le comportement par défaut. L'IA est vraiment rétrogradée au rang d'assistant de rédaction. Elle n'a aucune autorité sur l'exécution finale. C'est l'utilisateur qui garde le contrôle absolu sur ce qu'il déploie. C'est une philosophie forte. Et d'ailleurs, cette séparation hyper stricte entre la conception assistée par l'IA et l'exécution, ça permet de dissiper une confusion qu'on voit très souvent chez les utilisateurs du logiciel. Oui, la fameuse confusion avec les autres onglets. Voilà.
Parce que quand on ouvre un autre fichier source, mettons le uiprocedures.py, qui gère l'onglet des procédures, on trouve aussi des champs de texte pour parler à l'IA. En surface, quelqu'un pourrait se dire bah, c'est redondant, c'est juste un deuxième espace pour faire du prompt engineering caché ailleurs. Alors qu'est-ce que tout cela signifie, vraiment? C'est très différent. Si on analyse les variables cibles dans ce fichier uiprocedures.py, on voit tout de suite que ce n'est pas redondant. Ces appels IA-là sont câblés directement vers les moteurs de génération de documents. C'est la couche de production opérationnelle. C'est là qu'on sort les résultats concrets. Exactement. Les textes qu'on tape dans les procédures, ils ont un but direct. Ingérer des données et recracher un produit fini, que ce soit un rapport, un résumé ou une extraction d'informations. Alors que l'onglet Prompt, lui, ne produit aucun document final. Son seul extrait, c'est le modèle réutilisable. C'est exactement ça. Si tu commences à utiliser ce laboratoire hyper structuré avec sa base SQL, ses métadonnées et tout, juste pour rédiger un email éphémère de 3 lignes, tu fais une erreur fondamentale d'architecture. Tu pollues ta bibliothèque, en fait. Tout à fait. Tu viens polluer un espace de gouvernance avec des scories de production qui ne seront jamais réutilisées. L'ingénierie d'invite, c'est fabriquer un gabarit. Les procédures, c'est utiliser ce gabarit. Il faut vraiment utiliser le bon outil pour la bonne tâche. Et c'est là que la précision des termes prend tout son sens. Séparer ces deux états mentaux dans deux modules distincts, ça force l'utilisateur à se demander « Est-ce que je suis en train de créer une règle métier pour le long terme ou est-ce que je suis juste en train de consommer cette règle pour résoudre mon problème de cet après-midi ?» Oui, la précision lexicale reflète la rigueur de l'architecture. Mélanger les deux, c'est la mort garantie des bibliothèques de modèles. Apparaît de façon hyper claire. Ce n'est vraiment pas un banal champ de texte branché à ChatGPT. C'est un environnement de conception de première classe, avec sa propre persistance locale via SQLite, une conscience du secteur, une accélération IA en arrière-plan, et surtout, une révision humaine imposée avant toute utilisation. C'est un excellent résumé. Comprendre cette distinction entre la création d'outils et l'utilisation d'outils, c'est ce qui permet d'aligner sa propre façon de penser sur la structure du système. C'est la garantie d'un flux de travail beaucoup plus résilient. Mais carrément. Et tu sais, cette analyse m'amène à une réflexion un peu plus globale sur l'évolution de la relation homme-machine. On peut se demander si la vraie valeur aujourd'hui, ce n'est plus la génération immédiate de texte, mais plutôt la curation méticuleuse et la friction volontaire. Le paradigme des compétences est en train de basculer complètement. C'est très juste. Le profil de l'expert IA est en train de muter. Exactement. Les prompt engineers de la prochaine décennie, ils ne ressembleront probablement pas du tout à des développeurs fous qui tapent du code à la vitesse de la lumière pour tout automatiser. Ils ressembleront beaucoup plus à des archivistes ou à des bibliothécaires en fait. Des garants de l'intégrité de l'information. Voilà, des professionnels de la gouvernance qui s'assurent de la précision de chaque mot face à la puissance d'exécution brute de la machine. C'est quand même une perspective fascinante. Et si les systèmes d'intelligence artificielle les plus fiables de demain n'étaient pas ceux qui agissent le plus vite de manière autonome, mais ceux qui nous obligent à ralentir et à assumer la responsabilité de ce qu'on leur demande. C'est une pensée à garder à l'esprit, je pense, la prochaine fois qu'on aura cette envie irrépressible de chercher un bouton magique pour tout faire à notre place. Une très belle conclusion qui invite vraiment à réfléchir sur notre rôle face à ces outils. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration des profondeurs du code source. Prenez le temps de maîtriser vos outils et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.